Buongiorno bianconeri et bianconere. Bon, première vidéo ratée sans son, je la republie, il faut que donc je la refasse entièrement, mais c'est pas grave. Donc, Juventus Lazio 3-1, on a fait une analyse à chaud juste après le match que vous trouverez plus bas dans la liste des vidéos. Aujourd'hui, on fait une analyse un peu plus à froid. On va bien entendu parler des polémiques qui ont, disons, accompagné cette belle journée à partir du matin avec Cristiano Ronaldo qui devrait porter plainte éventuellement. Et puis les polémiques arbitrales, on parlera de la courbe qui s'est bien fait sentir l'autre jour. Et après, un peu de la Serie A en ce moment, comment ça se passe, comment je vois les choses pour l'avenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez les choses pour la Juventus. Aussi faisant, disons, le poids avec ce qu'on a vu des autres prétendantes au titre et des autres top clubs de Serie A. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous aimez mon contenu. Et après, si vous voulez faire part de la communauté, bienvenue, je m'appelle Michelangelo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, comme ça chaque vidéo que je mets en ligne ou chaque live qu'on va suivre ensemble, le prochain sera sûrement ça sur le Juventus, bien vous serez automatiquement notifié. Alors, on va y aller par ordre chronologique, comme ça je suis sûr de rien oublier. Déjà, on se réveille le matin avec cet article sur Cristiano Ronaldo qui apparemment a pris la décision de porter plainte lui aussi contre la Juventus, comme si on avait besoin de ça. Bon, après, je les prends un peu avec légèreté, ce genre d'article, parce que quand on rentrait dedans, donc l'article, il était assez affirmatif dans ce qu'il disait. Après, quand on rentrait dedans, c'était « Ah, pourrait éventuellement porter plainte », voilà. C'est encore l'article habituel qui ne se relève pas sur des faits réels. Quelqu'un n'a pas appelé Cristiano Ronaldo pour lui dire « Bon, ben, tu fais quoi ?» et il aurait répondu ben, « Je vais porter plainte ». Non, c'est juste, il y a encore cette situation qui est en cours, dont on ne connaît pas l'issue encore. Et effectivement, encore, Ronaldo pourrait porter plainte. Mais rien de concret à ce jour. C'est ça qui est rageant. Bon, c'est aussi une bonne nouvelle, mais rien de concret. Ensuite, on vit un beau match, une belle journée de préparation au match. Enfin, moi, je me suis levé un peu tard, mais de toute façon, j'ai vu que il y avait de l'ambiance, que ce soit sur place, à côté du stade. On a vu plein de vidéos de tifosi qui témoignaient, voilà, déjà de combien ils étaient chauds en dehors du stade. Et puis, effectivement, pendant le match, on a eu enfin un tifo en continu, donc des chants tout le long du match, même des chorales pour certains personnages particuliers, comme aussi Massimiliano Allegri. Et donc, on n'a pas eu l'effet théâtre, l'effet tennis qu'on a à chaque fois, où le public réagit quand il se passe quelque chose sur le terrain, les « ah »,« ouh »,« ouh », ces genres de bruit, mais on a eu vraiment un sous-fond continuel de chants animés par les deux courbes qui ont pu faire entrer des drapeaux sans qu'il y ait un marquage spécifique avec un nom d'ultras. Donc il y a eu les drapeaux, il n'y a pas eu les tambours et les mégaphones, ne revenons pas tout de suite, mais peut-être justement c'est un premier pas pour aller dans cette direction. Au moins, on a eu l'impression que la Juve était aussi soutenue que quand elle est en extérieur, parce que ce qui était bizarre dans cette histoire, c'est qu'en extérieur, on se sentait à la maison et vice-versa, chez nous, on se sentait chez les autres. Donc, très positif, espérons que ça dure, parce que les mots d'Allegri en fin de match nous font clairement comprendre que l'équipe a beaucoup apprécié cette ambiance. Donc voilà, en lisant entre les lignes aussi, il faut savoir que ce que nous, tifosi, pouvons produire sur les estrades est un grand aide pour les joueurs sur le terrain. Ensuite, post-match, bien entendu, la Lazio prend la décision de ne pas faire de conférence de presse parce que, voilà, soi-disant, il serait mécontent de l'arbitrage. J'ouvre une parenthèse, mais de quoi il se plaignent? Parce que oui, l'épisode McKennie, le ballon est sorti et pas sorti. Bon, déjà, les images qu'on a vues à la télé, catastrophe totale. Tu peux pas jauger si le ballon est entièrement sorti. Si tu as une perspective, il faut le voir de haut. Et là, de haut, si tu vois une bande verte entre le ballon et la ligne, c'est qu'il est totalement sorti. Si tu vois la bande verte, mais qui est à la perspective, en fait, ça ne t'apprend pas grand-chose. Et ensuite,
delta cet épisode-là, et encore une fois, si la VAR a jugé qu'on pouvait continuer, c'est que le ballon n'est pas totalement sorti, eh bien, il y a eu à côté de ça un traitement vraiment indigne, la gestion des jaunes de la part de l'arbitre. Nous, on a pris 6, eux 1 à la 80e minute, donc en fin de match, et pour des fautes assez banal en fait, et on se rendait compte qu'il n'y avait pas le même maître de jugement quand ces mêmes fautes banales étaient commises par nos adversaires. Eh bien à ce moment-là, le jeu n'était même pas interrompu. Donc, pourquoi la Lazio fait ça? Pourquoi les autres équipes font ça? Bon, c'est déjà pour cacher la défaite en soi, comme contre Bologne la dernière fois, ils se sont sentis chippés même des 2 points qu'on a pris, ou même dans toutes les occasions où on a vaincu la Fiorentina et Commisso est allé parler. Mais en ce moment, à la Lazio, il y a d'autres lectures derrière cette décision que j'aimerais vous apporter. Premier de tout, déjà en phase de mercato, c'était très tendu entre Lotito et Maurizio Sarri. Il y a eu plusieurs, disons, disputes à l'intérieur même de la Lazio. Donc déjà c'est un peu une poudrière, cette équipe, ce vestiaire. Et en plus de ça, ils ont fait un début de saison vraiment catastrophique avec uniquement 3 points gagnés contre le Napoli, certes, mais aujourd'hui, ils sont tout en bas dans le classement. Ils ont pris nettement de retard déjà sur nous, sur l'Inter, sur les autres équipes du top de classement. Et donc, afin de cacher cette vérité, afin de cacher cette montagne, ils y mettent devant un petit arbre, un petit buisson qui, en perspective, te fait perdre la big picture. Et en fait, râler sur la Juventus, ça fait parler dès l'épisode en soi, non pas du fait que la Juventus a dominé le match. Oui, dominé le match, même si la possession de balle est en faveur de la Lazio. Moi, je me souviens de Szczesny qui a dû vraiment faire quelque chose à peut-être 2 occasions. Un coup de tête, si je me souviens bien, et puis la frappe de Kamada qui était assez bonne. Mais à part ça, c'était que Provedel qui a été obligé de faire des miracles. Le coup de tête de Rabiot, les 2 frappes de Kostic en première mi-temps. Et j'en oublie sûrement à la fin, Weah qui rate ce but incroyable. En fait, si ce match était terminé 4-5-1, la Lazio n'aurait dû rien recriminer sur le plan du football en lui-même, puisque la Juventus s'est démontrée supérieure, a démontré de savoir créer les bonnes occasions au bon moment, avec même une certaine construction des jeux. On l'a totalement dégommé tactiquement, Sarri, encore une fois, parce que Sarri aime bien sa défense à 4 serrée, qui laisse du coup l'espace pour un changement de terrain de tout l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qu'il faisait aussi chez nous. Il ne cherche pas l'ampleur défensivement, il se contente de donner cette solution qui est la plus difficile pour créer de la densité au milieu et empêcher que la balle passe pour quelqu'un qui fait une insertion. Et nous, paradoxalement, on n'a même pas... on ne s'est pas avantagé de ce mécanisme, mais par contre, tous nos buts sont venus du côté droit, alors qu'on n'a pas arrêté de construire côté gauche. Donc on a quelque part occupé la défense de la Lazio en les inquiétant avec notre chaîne gauche, pour après, quand le ballon a été sur la droite, ne pas avoir du tout le même niveau d'attention des joueurs qui étaient sur la droite, et donc les surprendre avec des choses vraiment bien faites. Le premier but, McKennie récupère le ballon, mais le donne très court à Locatelli, et lui il regarde au milieu, il la donne à Vlahovic. Vlahovic fait un vrai but d'attaquant à ce moment-là, et il la met au fond du sac alors que le ballon venait toucher la pelouse. C'est vraiment pas facile de frapper le ballon à ce moment-là. Puis deuxième but, toujours McKennie avec un échange 1-2 dans la surface, je ne sais plus qui c'était, mais je pense Miretti. Ok, c'est raté, mais Rabiot reprend et Chiesa pratiquement oblige Rabiot à s'arrêter parce que lui il veut frapper, il le veut, ses buts. Et Vlahovic après avec une lancée de McKennie qui se transforme tout de suite en Pirlo pendant 2 secondes et lui envoie une balle magnifique. Dusan contrôle entre 2 joueurs et la met sur le ballon plus loin. Il fait un but à la Higuaín là. C'est les 2 buts de Vlahovic, c'est 2 pépites en fait. Et moi c'est ça que je voulais voir depuis le début de Dusan Vlahovic, parce que à part la pubalgie, à part un certain jeu qui l'a pas forcément aidé, mais lui aussi, des fois, il ratait des arrêts de balles vraiment
trop simple, il se perdait dans ses lucubrations, il était trop dans la réflexion et peu dans l'action. Aujourd'hui, j'ai vu le même attaquant que je voyais à l'époque à la Fiorentina. Et ça fait vraiment plaisir. Cette synchronie qui se forme, ce duo Chiesa-Vlahovic me laisse vraiment bien espérer pour le futur. Et on en vient à la partie où on écarte un peu notre regard sur ce qui se passe sur la Serie A. Donc oui, une très bonne Juventus, mais attention, parce que de l'autre côté, on a une Inter qui pour moi était juste phénoménale. Alors le 5-1, ça reflète peut-être pas les vraies valeurs des équipes en face. Moi, je pense pas qu'il y ait 4 buts de différence aujourd'hui entre Inter et Milan, mais l'Inter a su vraiment dominer psychologiquement le match. Gagner 1-0, c'était le meilleur moment du Milan, et il te trouve avec une passe en profondeur de Lautaro et le sprint des 2 pointes, il te trouve un contre-pied de KO. Ok, il ne le finalise pas tout de suite, mais tout de suite après, Marcus Thuram, il te fait vraiment une chose délirante, double pas dans la surface, déplace le ballon et Brossé qui va vraiment, s'il y avait un filet d'araignée, une toile d'araignée dans la lucarne, il aurait enlevé ces pleines lucarnes, tir puissant, il faut le dire. But magnifique de l'Inter et ça met complètement KO le Milan au moment où le Milan était le plus fort. Donc vraiment attention à l'Inter, c'est vraiment une équipe avec une mentalité, avec une méchanceté vraiment dans l'agonisme qui aujourd'hui je qualifie comme nous à l'époque de Conte. C'est nous à l'époque de Conte exactement la même chose et je pense même qu'ils ont un meilleur effectif si on devait vraiment mettre les 2 équipes côte à côte, parce que eux, n'oublions pas qu'il y a déjà par défaut Barella, Çalhanoğlu au milieu de terrain, Mkhitaryan, ils peuvent faire entrer Frattesi, ils peuvent faire entrer des Carlos Augusto, des Cuadrado. Donc attention, hein, l'Inter, c'est une sacrée équipe cette année. Je pense qu'ils nous ont supérieurs cette année-là, il faut être sincère. Le Milan, beaucoup de nouveaux, un esprit qui doit peut-être encore se souder s'ils arrivent à retrouver un peu la même ambiance qui avait l'année du Scudetto. Ils peuvent toujours faire mal. Le Napoli, en ce moment, traverse un moment un peu compliqué. Moi, je pense que la saison du Napoli aurait été un quito double en 50-50 si Garcia laissait la machine rouler telle que Spalletti l'avait programmé. Ça pouvait être une grande saison. Là, j'ai l'impression qu'il est en train d'apporter des modifications à droite à gauche qui ne font que empirer la situation. Bon, ça c'est mon modeste point de vue. Après, ça se trouve, le Napoli fait encore une saison magnifique cette année. Donc, moi, la Juve, je la place après ces 3 équipes. Donc, le Napoli par statut, parce qu'il c'est les champions en charge et parce qu'ils nous ont fait voir quand même qu'ils ont un effectif qui tient beaucoup la route. L'Inter en deuxième, parce que c'est une équipe juste incroyable. Je pense qu'ils ont fait ils ont franchi un stade dans leur mentalité, le fait d'être allé en finale de Champions League avec toutes les choses qu'on peut dire, c'est le cas de le dire, hein, le chemin dans la phase des poules était bien dur, mais dans la phase après élimination directe a été très tracé et facile à mon sens vis-à-vis des équipes qui étaient de l'autre côté du tableau. Mais quand même, une finale européenne disputée à mettre peur à Manchester City. Donc voilà, il faut avouer aussi que les autres nous sont supérieurs et l'Inter c'est le cas en ce moment. Bref, voilà un peu pour ma panoramique. J'espère que cette fois, vous entendrez bien que je ne devrais pas refaire la vidéo une 3e fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous invite à commenter par rapport à vous, votre vision un peu de la Serie A. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut tirer notre épingle du jeu cette année? Où est-ce qu'on va arriver? Est-ce que les autres nous ont super ou pas? Enfin, voilà. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Activez la cloche comme ça. Chaque vidéo que je sors, chaque live, vous serez instantanément notifié. Et puis, quoi vous dire, finale la fine, forza Juve. Ciao.